Et bonjour à tous. D'abord, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est toujours un moment particulier de venir en Avignon et en plus de venir goûter à l'invitation des gens de Château de Pâques, de plus délicieuses. Je suis sommelier donc depuis un certain nombre d'années. J'ai plusieurs finalement casquettes et je suis ravi d'avoir entendu ce que je viens d'écouter. Parce qu'on se pose plein de questions et mes différentes casquettes font que mon parcours, effectivement, à la fois de restaurateur, de sommelier, donc, mais aussi de membre du comité national de l'INAO, je suis ravi de le président, j'avais avec nous aujourd'hui, et aussi de chroniqueur, puisque depuis maintenant 14 ans, dans 5 minutes, vous êtes tous invités avec des Invino sur Sud Radio maintenant. Je parle des appellations qui sont effectivement le repère de la viticulture, effectivement française, mais pas que, et surtout le repère d'une formation. Moi, quand j'ai pris mon pied de sommelier, j'ai commencé par prendre des appellations. Voilà, c'était comme ça. Et c'est comme ça que, à mon avis, on peut envisager de se former. J'ai d'abord fait ça de façon un peu théorique, et puis après j'ai eu la chance d'aller dans le vignoble et de me rendre compte sur place, en mixant les informations, de ce que pouvait être effectivement une appellation. C'est quoi une appellation finalement? Et à travers quelles appellations j'ai découvert le système, et dans lequel je me suis impliqué et imbibé depuis très longtemps. Le premier vin que j'ai goûté dans ma vie et qui me laisse encore un souvenir ému, c'est Patrimoine ici, c'est un Muscat d'Aubry Venise. C'est vrai que c'est à la fois un cépage identitaire, un lieu juste extraordinaire, un site remarquable, et un goût qui, il y a très longtemps, me laisse toujours un souvenir, une émotion, un plaisir. Ça a été évoqué par les gens qui sont intervenus dans notre tribune avant nous aujourd'hui. Vraiment extraordinaire. Le deuxième terroir que j'ai découvert, ou territoire, d'ailleurs, je préfère toujours plus ce terme-là, c'est Châteauneuf-du-Pape. Je suis venu ici en Avignon. L'appellation me faisait rêver. Je suis né à Marseille, c'est pas très loin. Ma mère vit dans la Drôme, Châteauneuf c'est au milieu. Donc pour moi, je me suis arrêté ici. Et j'ai eu la chance d'aller rencontrer un certain nombre de viticulteurs à l'époque. De rencontrer M. Brunet, qui m'a offert d'ailleurs un livre qu'il avait écrit sur l'appellation, et de pouvoir à la fois avoir les informations, à la fois la rencontre avec les gens, à la fois les balades dans le terroir qui parlent également, et un goût, parce que ce qui est important pour moi comme sommelier, c'est que calquer une information un peu théorique, voir le ressenti quand on est dans un territoire, avec un goût identifiable. C'est évoqué aussi, Olivier en a parlé il y a un instant. Pour nous, ce qui est important, c'est que effectivement, l'identité forte nous permette, dans la difficulté qu'on peut construire dans une dégustation à l'aveugle, on peut y revenir, d'essayer néanmoins, à travers la dimension qui est liée au sol, au climat, aux pratiques viticoles, aux pratiques œnologiques, à l'élevage, à l'encépagement, enfin, une multitude de paramètres qui sont tous les paramètres que vous connaissez et qui influencent considérablement, bien sûr, la dimension humaine aussi, bien sûr, mais aussi la tendance. On évoquait la période Parker, il y en a eu d'autres avant, il y en a d'autres après, c'est partie de la vie, des appellations également. Et finalement, elles influencent suffisamment le goût pour que ça puisse perturber le dégustateur quand on goûte des vins de certaines époques. Alors en même temps, c'est pas mal parce que ça permet de marquer une époque. Je me dis, tiens, ça c'est des vins de telle époque, parce qu'ils ont tel goût particulier. Quand on est sur effectivement plus le côté cerise très mûr que la framboise évoquée il y a un instant, on sait qu'on est dans une période particulière, voilà, tout simplement. Donc, et puis le dernier terroir qui m'a permis de bien appréhender, en tout cas de m'initier à la vallée du Rhône, c'est Côte-Rôtie, où j'ai eu la chance d'être reçu par la famille, parce qu'il y a aussi une famille, et je remercie Marcel d'être avec nous aujourd'hui, j'ai présidé ce colloque, mais c'était ton papa, Étienne, qui, jeune sommelier, m'a reçu. Je débutais vraiment dans le métier, j'étais encore à l'école. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous, et le rendez-vous a duré quasiment une journée entière. C'était juste extraordinaire de pouvoir comprendre, suivre ce personnage à la fois
dans la vigne elle-même, mais aussi dans sa réflexion sur le monde de la viticulture. Et rentrer donc là dans sa tête, mais en tout cas dans cet état d'esprit qui est aussi très important et qui influence considérablement le vin finalement qui est produit. Le terroir, on parle souvent de terroir. Et je sais qu'on va avoir demain, nous connaissons bien une brillante intervention sur la géologie. Elle est le repère, finalement, même si on évoquait à l'instant les actions humaines, la vie des générations, les différentes tendances qui existent aussi, où les lobbying divers et variés peuvent effectivement peut-être jouer beaucoup sur le terroir, mais c'est quand même un repère très important. Mais il y a aussi la philosophie des gens, leur nature, le marché aussi qui influence tout à l'heure sur les tendances qui font qu'effectivement il peut y avoir des variations. Et dans tout ça, des appellations, parce que c'est un peu ça notre sujet. Donc l'appellation, pour moi, reste quand même ce repère important. Ce repère qui permet à la fois, nous, sommeliers, d'essayer de synthétiser une appellation. On évoquait la Bourgogne il y a un instant, avec l'œnologue, vous avez parlé de la Bourgogne, et différents terroirs ou de l'Alsace. C'est pas la même chose sur des monocépages finalement que sur un assemblage. Quand on a effectivement une lisibilité géologique particulière sur du chardonnay ou sur du pinot ou sur du riesling, effectivement on peut comparer et voir sur les premiers de Bourgogne par exemple ou sur des terroirs spécifiques de l'Alsace des différences sensibles. Le paramètre d'encépagement ou d'assemblage effectivement est un élément aussi extrêmement intéressant mais en même temps perturbant pour le dégustateur. Est-ce que la typicité de Châteauneuf-du-Pape qui a droit effectivement à ces 13 cépages de base, sachant qu'il y en a 18 finalement quand on met les variantes de couleurs, est-ce qu'effectivement un grenache à 100% a le même goût sur cette géologie-là qu'un Styr à 100%? Non, ça ne peut pas avoir le goût. Qu'est-ce qu'il va aller il faut aller au-delà donc, de cette première lecture qui peut être le cépage, pour aller rechercher la salinité dont vous avez parlé, l'acidité, essayer de percevoir les amers, notamment sur les blancs, mais aussi sur les rouges, qui vont faire que, quelque part, on va réussir à identifier quelque chose. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est ce qui fait le charme, d'ailleurs, aussi. Hein. Cette recherche, cette quête particulière. C'est un peu plus facile, peut-être, sur une appellation comme Côte-Rôtie, avec un cépage identitaire plus fort, comme le Syrah. Mais si on met du Viognier, et si on est en coteau, ou si on est sur le plateau, est-ce qu'on a le même goût? On a des nuances particulières, on a des repères gustatifs, les fruits, les épices, la dimension minérale, c'est toujours très compliqué, hein. C'est le sujet d'un colloque, c'est la minéralité dans les vins. Mais tous ces éléments-là sont des éléments à la fois de repères et en même temps assez perturbants finalement pour le consommateur. Et nous, sommeliers, on est à la jointure entre finalement ce que l'on sélectionne, parce que finalement un sommelier, comme mon ami caviste qui a parlé tout à l'heure, on fait des sélections donc, par rapport à notre vision, j'allais dire, des choses, et en même temps, on sélectionne des vins pour les vendre. Tous les vins qui sont produits, ils sont faits pour être vendus. Donc il faut trouver ensuite, pour vous comme pour nous, le public prêt à mettre un certain prix dans les vins qui sont proposés. La grande chance que nous avons devant sommellerie, dans la restauration, peut-être par rapport à d'autres filières, que ce soit la grande distribution avec cavistes, c'est qu'on fait goûter et on a la réponse dans les yeux des gens directement. Ce fameux plaisir ou ce rejet, on l'a directement, tout de suite. Donc on sait ce que les gens peuvent ressentir et comment on peut percevoir, éventuellement analyser le marché. D'ailleurs, dans le travail qui avait été fait avec l'OIV pour la définition de l'unité de sommelier, je remercie Hervé, avec lequel on a beaucoup travaillé sur ce sujet. Il y a maintenant une définition légale de l'unité de sommelier. Il y a ce pouvoir de notre position d'analyse du goût, des sensations, des demandes effectivement du marché, qui permet à la filière de bénéficier effectivement de ces informations qui sont nécessaires à mon avis, très importantes. Voilà, donc les appellations restent pour moi un repère, mais bien entendu, je n'ai pas que des vins d'appellation contrôlés sur ma carte. J'ai ce qui correspond aussi à l'image, ou en tout cas à ce qui existe
sur le terrain. On a des gens qui font des IGP extraordinaires, il y a des gens qui sont déclassés entre guillemets en vin de France et qui font des vins remarquables, parce qu'ils ne rentrent pas dans l'appellation. C'est pas un jugement, c'est une situation administrative qui faut que effectivement des gens essayent de faire différemment, ils essayent. Et moi qui suis membre du comité national depuis 20 ans, bientôt, même 20 ans tout rond, s'aperçoit que finalement ces gens-là sont utiles aussi à l'évolution des choses. Même si on ne peut pas aller trop vite, ça évolue quand même. Il y a des périodes de test, il y a des essais qui sont faits, et quand ils sont probants, il y a des commissions d'experts qui sont nommées, qui permettent d'analyser effectivement les choses. Alors ça ne marche pas toujours, les essais ne sont pas concluants, mais lorsque c'est pertinent, lorsque c'est prouvé, lorsque c'est une vocation également à rencontrer un marché, on s'aperçoit que les appellations peuvent évoluer. Elles ne peuvent pas évoluer trop vite et trop rapidement, parce que sinon on perd le repère. Mais elles peuvent évoluer quand même, et c'est nécessaire. Je vais laisser la parole à Jackie, parce que sinon je sais qu'à cette heure-ci, tout le monde a envie de goûter, de boire, etc. Mais après, on reviendra sur votre vision des typicités ou des caractéristiques de nos appellations qu'on va déguster tout à l'heure. Et juste un petit mot pour conclure. On n'est pas les créateurs des appellations d'origine contrôlée, c'est l'histoire, l'univers, etc. À l'époque égyptienne, il y avait déjà des repères. La plus ancienne appellation contrôlée, c'est 1756, c'est Portugal, notamment pour Porto, enfin, etc. Et puis, les appellations sont pas nées quand on a fait dans ces lieux, quasiment ici, l'INAO en 1935, et les AOC en 1936. C'était une synthèse à cette époque-là qui a été faite pour effectivement protéger, ce qui est cette dimension, une marque collective qui permet effectivement, au-delà de la technicité, de protéger les gens et d'aider à la communication des vins d'un ensemble de gens, sauf si c'est certains monopoles. Dans le monde entier aujourd'hui, pendant très longtemps, on a tous appris les cépages Cabernet ou Merlot ou autres cépages, Zinfandel, etc., de la droite à gauche. C'était le repère. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Australie, etc., et même en Chine, assez souvent ces dernières années, on commence à parler de lieux, de terroirs, de système d'appellation. C'est pas le hasard, c'est que ce système est bon, qui, même s'il doit évoluer, même s'il ne faut pas le figer dans le marbre pour des siècles, il est quand même un repère indispensable, et force est de constater qu'à l'étranger, on adapte effectivement ce système de plus en plus. Merci.